Merci beaucoup déjà Salim d'être présent. Donc je vais vous d'abord commencer par vous expliquer un peu comment va se dérouler ce webinaire. Donc c'est un épisode de King Talks qui est dédié aux étudiants à la recherche d'un poste en fusion-acquisition. Dans cet épisode, on va donner des conseils utiles justement pour vous aider à préparer vos entretiens d'embauche en fusion-acquisition. Donc là, j'accueille dans nos locaux Salim Benabès pour cet épisode de King Talks. Le concept est simple. J'invite dans nos locaux un professionnel de la finance et on lui pose des questions justement pour donner des conseils aux étudiants pour bien préparer ces entretiens d'embauche. Enfin, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on teste le mentor parce qu'on lui fait passer un entretien blanc. Donc Salim va être testé parce qu'il a lui-même testé plein de candidats. Donc Salim, pour te présenter, après je vais te laisser te présenter bien entendu. Donc Salim a 10 ans d'expérience en finance d'entreprise et en fusion-acquisition. Il a travaillé au sein des banques les plus prestigieuses, notamment Lazard, Edmond de Rothschild, Gulf One au Bahreïn et Corporate Finance International. Donc tu as atteint le poste de le niveau de VP. Voilà. Il a travaillé sur des transactions complexes dans différents secteurs d'activité et des marchés géographiques différents. Enfin, Salim est diplômé de l'université de Dauphine en ingénierie financière. Il a également un certificat en entrepreneuriat HEC parce que il est fondateur d'une fintech et il vous en parlera aussi. Alors maintenant, pour vous parler du programme, de quoi on va parler pendant cette session d'1h15, on va d'abord commencer par se présenter, c'est-à-dire je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et Salim aussi. Enfin, je poserai des questions sur les expériences professionnelles en M&A, mais également il nous parlera de sa fintech aujourd'hui. Puis nous parlerons de la préparation aux entretiens d'embauche en fusion-acquisition. Il va vous donner des conseils justement parce qu'il a recruté beaucoup de personnes. Enfin, et c'est le moment tant attendu, je vais lui faire passer un entretien blanc. Et on va voir si oui ou non on le recrute pour un poste en M&A. Et en fait, on va débriefer sur sa prestation à la fin. Il va expliquer pourquoi c'est une bonne réponse pour un entretien. Enfin, on passera aux questions-réponses. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, avant que notre invité se présente, je vais me présenter rapidement, donc moi-même ainsi que KingPact pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc moi, je m'appelle Soraya Kiredine, je suis la fondatrice de KingPact, qui est une plateforme d'éducation en ligne certifiée Calliope et qui t'accompagne à décrocher tes entretiens d'embauche en finance d'entreprise et en fusion-acquisition grâce à des formations en ligne et des coachings avec notre réseau de 150 mentors. KingPact a été créé en 2020 après plusieurs analyses, notamment une thèse professionnelle à Centrale Supélec, parce que j'avais remarqué un manque de ressources pertinentes en français pour préparer ces entretiens d'embauche en finance, avec des vidéos concises, dynamiques pour bien préparer ces entretiens. Et j'ai remarqué aussi une méconnaissance des carrières professionnelles en finance d'entreprise. Donc, on propose des formations en ligne pour préparer vos entretiens en M&A et un parcours d'orientation digitale en finance d'entreprise. On propose également des bootcamps en finance d'entreprise qui seront lancés prochainement. On a un réseau de plus de 150 mentors, notamment des banquiers d'affaires, et Salim aussi fait partie de ce réseau, et d'autres professionnels de la finance qui vous accompagnent à réussir vos entretiens en fusion-acquisition en finance d'entreprise. Donc, il y a plus de 200 personnes qui ont été accompagnées depuis le début et la majorité choisissent nos formations en ligne et nos bootcamps. Et on a aussi des partenariats avec des écoles et des universités. Donc, nos élèves exercent dans différentes entreprises telles que Société Générale, BNP Paribas, Bank of America, Merrill Lynch. Quant à moi, je vais vous présenter mon parcours en quelques mots avant que Salim se présente. Je suis diplômée de l'EDEC en finance d'entreprise et de Centrale Supélec. Et j'ai 4 années de carrière en finance d'entreprise. Les derniers postes que j'ai exercés étaient en audit financier chez Mazars et en fusion-acquisition chez Deutsche Telekom, un opérateur de télécommunications en Allemagne. Et j'ai eu également une expérience dans l'enseignement à Centrale Supélec, notamment en tant que tutrice de thèse pour les étudiants en finance. Enfin, j'ai accompagné des centaines de personnes à trouver leur voie et réussir leurs entretiens d'embauche. Donc voilà pour ma présentation.
Maintenant, je vais laisser Salim se présenter. Merci Soraya, merci pour cette invitation et Merci cette à toi. présentation très complète. Alors, pour me présenter, je dirais que j'ai deux facettes dans ma carrière. Donc, je suis aujourd'hui entrepreneur. Je suis cofondateur et président de Yieldy, qui est, comme tu disais, qui est une fintech spécialisée dans l'accompagnement de la jeune génération pour ses investissements sur les marchés financiers. Donc, on accompagne la jeune génération à travers de l'éducation financière, du conseil en portefeuille qu'on fait grâce à une IA que nous avons développée et également une plateforme de trading où nos clients, nos utilisateurs jeunes en l'occurrence, puisque c'est notre cible, peuvent acheter des actions et des ETF et se constituer un portefeuille. Avant ça, avant d'être chez Yieldy, de bifurquer, je dirais, du côté obscur de la force, c'est-à-dire dans le côté entrepreneurial, j'ai eu une carrière en banque d'affaires. Donc, j'ai travaillé en banque d'affaires environ une dizaine d'années. Et j'ai fait ça en étant, quand j'étais en fait à Dauphine, en étant diplômé de Paris Dauphine, je me suis durant les dernières années à Paris Dauphine, je m'étais posé plusieurs questions sur mon avenir professionnel. Est-ce que je devais aller vers la gestion d'actifs? Est-ce que je devais aller vers le trading? Ou est-ce que je devais aller vers le corporate finance? Très rapidement, mon choix s'est porté sur la fusion-acquisition. Parce que, de toute façon, on en parlera plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a véritablement passionné. Et donc, j'ai travaillé, comme tu disais, chez Edmond de Rothschild Corporate Finance. C'était mon stage de fin d'études. J'ai également travaillé chez Lazare, une très belle expérience. Ensuite, j'ai eu une expérience à l'international dans les pays du Golfe, chez Gulf One Investment Bank et Gulf Capital, où j'ai travaillé sur la partie Structured Finance, fusion-acquisition. Ensuite, une expérience également en private equity, puisque l'entreprise dans laquelle je travaillais avait une partie private equity. Suite à cela, je suis revenu en France où j'ai travaillé pour CFI, Corporate Finance International, qui s'appelait avant Atema et même avant cela Aurel Leven. Et donc, c'était une grosse boutique M&A qui faisait partie d'un réseau international de banques d'affaires. Et là, pour le coup, j'ai travaillé surtout sur des transactions mid-cap, sur beaucoup de transactions en Europe, cross-border. Et je suis resté quelques années avec eux. J'en garde un très bon souvenir également. Suite à cela, j'ai travaillé aussi en corporate finance en entreprise, donc j'ai touché la partie DAF, on va dire, en quelque sorte. Et j'ai décidé d'entreprendre. Et donc aujourd'hui, tout d'abord, j'ai eu une expérience entrepreneuriale dans une partie plus classique, dans la partie export. Et aujourd'hui, je suis en fintech avec Yieldy, dans un domaine qui me passionne et qui est tout aussi, je dirais tout aussi exaltant que le M&A. Voilà. Super, c'est très clair. Alors, donc c'est intéressant de revenir au début, quand tu as été diplômé justement de Dauphine. Tu as dit que tu hésitais entre plusieurs postes. Après, ton choix s'est porté vers le M&A. Justement, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi tu as choisi le M&A? Comment tu as su que c'était fait pour toi, justement? Alors, pour moi, clairement, c'était vraiment une passion que j'ai eue à travers un cours qu'on avait je me rappelle, c'était en Master 2, oui, en Master 2 d'ingénierie économique et financière, le fameux Master 272 de Dauphine. Et là, on avait un cours de fusion-acquisition qui était porté par un professeur qui est plus tard devenu mon mentor, et qui était banquier d'affaires en même temps, qui s'appelle Lionel Melka. Et c'était véritablement un cours qui m'avait passionné, puisqu'il était extrêmement concret, extrêmement... on avait la partie théorique sur la valorisation, sur les méthodes LBO et tout ce qui a un rapport avec évidemment la partie finance d'entreprise, mais on avait également la partie deal où on avait des cas pratiques et des simulations de deal, donc ça m'avait extrêmement intéressé. Et j'avais postulé donc à un stage. Je me rappelle, on était plusieurs camarades à avoir postulé à un stage chez Edmond de Rothschild. Et j'ai eu la chance d'être retenu. J'étais le seul qui avait été retenu. Ce jour, j'étais bon, on va dire,
j'étais bon à l'entretien parce que mes autres camarades étaient aussi très compétents. Et ce stage m'a fait à confirmer ce que je pensais. C'est que c'était extrêmement intéressant. On touchait, il y avait la partie stratégique, la partie corporate, la partie financière, parce que la finance d'entreprise, c'est pas juste de la finance, c'est aussi de la stratégie, c'est aussi de l'analyse de marché, c'est aussi également il faut avoir aussi des connaissances économiques, macroéconomiques, pour savoir s'il y a un marché en croissance ou pas. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la voie que je voulais prendre. Et C'était pas sectorisé, non? non, D'accord. j'étais junior, donc à ce Junior. moment-là, c'était généraliste, c'était sur essentiellement du mid-cap. D'accord. C'est du mid to large, c'était surtout mid-cap. Et donc, le stage s'est extrêmement bien passé. Et c'est là que tu as su que c'était vraiment ta voie. Absolument. D'accord. Bah justement, là, on va passer à la partie expérience professionnelle, justement, parce que on va rentrer un peu plus dans les détails, parce que tu as fait quand même pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur après Edmond de Rothschild? Déjà, Edmond de Rothschild, qu'est-ce que tu as fait vraiment quand tu étais en M&A? Tu as travaillé sur quel type de deal? Et après, quand tu es allé chez Lazare, si tu peux nous en déjà, parler. là, faut que ça remonte quand même Ça remonte. Oui, je vais me rappeler. En fait, Edmond Rothschild avait beaucoup plus une compétence sur les métiers, sur des métiers assez particuliers. C'était surtout les métiers du luxe, les métiers du retail et un peu d'énergie. Donc, j'avais travaillé surtout sur des projets, des deals dans ces secteurs-là. Après, je faisais ce que faisait un junior en stage de fin d'études, c'est-à-dire c'était surtout de la recherche prospective, des préparations de pitch, des fiches sur les sociétés, des analyses un petit peu sur des secteurs ou sur du marché. Donc, on était là pour alimenter les seniors et les VP et les associés avec de l'information, préparer des présentations. On touchait un petit peu à la valorisation, mais pas véritablement. Ça, c'était plus tard que j'ai commencé à toucher à la valorisation. Et c'est à partir de là que je me suis dit que c'était intéressant, que ça valait le coup peut-être de creuser. D'accord. Et du coup, c'est après que tu es allé chez Lazare, c'est ça? Oui. Et Lazare, est-ce que tu peux en parler un peu de ce que tu as fait chez Lazare? À Lazare, je pense, pourtant ça remonte quand même à longtemps, mais ça reste une expérience fondamentale. C'est vrai? Oui, absolument. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, c'était vraiment un challenge d'y rentrer. Parce que c'est une maison qui est, j'imagine toujours aujourd'hui, hein, mais à l'époque, en tous les cas, c'était très marquant. C'est une maison vraiment très prestigieuse. Les entretiens pour y accéder sont exigeants. Et on m'avait dit que j'avais quasiment aucune chance, qu'ils prenaient que tel ou tel profil. Et donc j'y allais un petit peu. Je sais pas que j'y croyais pas, mais je m'étais dit que je suis allé tenter ma chance au fait. D'accord. Et ça, c'est pour la partie vraiment rentrée. J'étais très encouragé par mon mentor, Lionel Melka, d'ailleurs, qui est un ancien de Lazare, et qui me disait qui lui m'a encouragé. Ah oui, d'accord. Alors que d'autres personnes m'ont plutôt découragé en me disant que c'était. Donc il t'a aidé alors? Oui, il m'a aidé. Il t'a aidé à préparer l'entretien? Ah oui, d'accord. Ce que je conseille, c'est toujours se faire aider Oui. par des gens du milieu ou du secteur pour les entretiens. Et oui, c'est une expérience fondamentale parce que, si tu veux, on peut en parler plus en détail, mais d'un point de vue rigueur, d'un point de vue exigence, d'un point de vue dossier, c'est exceptionnel. Tu as travaillé sur quoi, par exemple, quand tu étais... C'est-à-dire, tu travailles sur des dossiers, on parle aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de confidentialité, mais tu travailles sur un dossier, par exemple, on te met sur un dossier où, à l'époque, LVMH était, je crois qu'ils sont toujours été clients de Lazare parce que LVMH a toujours voulu racheter Hermès. C'est quelque chose où tu travailles sur une analyse. Bon, c'est des dossiers qui sont sur des années. Et donc, c'est-à-dire que tu as les dossiers, les deals à proprement parler, et tu as la veille stratégique sur les dossiers parce que Lazare travaille avec des clients. Les grandes banques d'affaires ont des clients, c'est toujours le cas.
Et, euh, donc, tu travailles sur, pour le coup, Lazare, c'est vraiment du large cap. C'est des très belles boîtes, des grosses boîtes, des secteurs intéressants. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà des dossiers, c'est-à-dire que tu acquiers une rigueur qui te poursuit Ah toute ta vie. oui, Oui, waouh. parce que c'est très, 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 très exigeant. Et tu te rappelles un peu des Oui. transactions sur lesquelles tu avais travaillé J'avais à travaillé, l'époque? oui, oui, bien sûr. J'avais travaillé beaucoup sur les énergies renouvelables, euh, notamment avec le groupe Casino. On avait travaillé pour EDF aussi. J'avais travaillé sur la partie télécom aussi. C'était le gros boom des télécoms à ce moment-là. Donc, on avait travaillé pour Numéricable, pour Orange en Afrique, sur pas mal de dossiers. J'ai touché à beaucoup de dossiers. Et franchement, c'était extrêmement, extrêmement intéressant. D'accord. Et en fait, si tu veux, c'est une école dans le sens où c'est une école de la rigueur, une école du sérieux. Tu n'as pas intérêt à rendre une présentation si tu t'es pas relu 10 fois. Bien sûr. C'est Il y a le côté un peu, je disais, c'est un peu le côté caserne en fait, c'est un peu l'armée. Caserne. Ouais, Un c'est peu l'armée. l'armée, Ouais, c'est j'imagine. l'armée. Et justement, après cette Ouais. expérience chez Lazare, t'es allé au Bahreïn, c'est Oui, ça? j'ai Bah, voulu, parle-nous un j'ai peu de ça, parce travaillé. que c'est pas facile d'y Oui, rentrer aussi, hein, dans oui, une banque là-bas. parce que en fait, alors moi j'ai toujours voulu travailler à l'international. Je voulais travailler dans les pays du Golfe. Pour plusieurs raisons, pour des raisons familiales. Déjà, j'ai de la famille là-bas. Je savais que c'était le Bahreïn à l'époque. Aujourd'hui, c'est Dubaï, mais à l'époque, c'était le Bahreïn qui était la grande place financière dans la région. Et je voulais avoir une expérience à l'international. Et justement, là, pour le coup, j'ai été contacté par un chasseur de tête. À l'époque, on était sur le site qui était à la mode, c'était eFinancials. Je sais pas Ah s'il oui, est oui, toujours oui, il aujourd'hui. est toujours. T'es pas si vieux que ça, hein. Ouais, je me dis aujourd'hui tout est sur LinkedIn, donc voilà, c'est eFinancials. J'avais même mon CV et tout, et franchement, j'étais, je me prends, il y a un chasseur de tête qui m'appelle, un Anglais, parce que la plupart des chasseurs de tête pour le golf sont anglais, ils sont basés soit à Londres, soit à Dubaï, soit à Bahreïn. Il me dit voilà, il y a un poste de senior, c'était un poste d'associé, senior associé, sachant que j'étais analyste. Donc, d'analyste directement senior T'étais encore associé. en stage de fin Ouais, d'études. ouais, non, j'étais en analyse. Ah, t'étais Oui, oui, je analyste? faisais un travail d'analyste. Mais t'étais en Et CDI, ça veut dire. non, non, pas Ah, encore. pas Non, encore, non, pas d'accord, encore. oui. Et donc, il me dit, il y a un poste de senior associate dans une banque d'investissement. Je dis oui, mais je n'ai pas assez d'expérience pour ça. Donc, il dit non, si, si, vous avez on a présenté votre CV et Lazare. C'est Lazare. Ah oui. C'est Lazare qui ouvre les portes. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, donc je pars. Alors j'étais toujours chez Lazare. Je suis parti. Maintenant, je peux le dire, hein, c'est prescrit. J'avais fait un arrêt maladie pour aller à Bahreïn en pleine nuit, prendre un vol. Ah, t'avais Pour un arriver. entretien en Oui. présentiel, il Ah fallait que tu oui, prennes à l'avion. l'époque, il n'y avait pas les. On faisait l'école. Il n'y avait pas de Teams à l'époque. Hein. C'était en C'est 2000. 2009. C'est 2009. Hein, Ah en oui, 2009, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Si, Ok. si, je suis vieux. Non, mais non, t'as pas l'air si vieux que ça. Non, non, non. Mais t'as pris l'avion pour un entretien, d'accord. Oui, oui. Donc j'ai pris un avion. J'arrive j'arrive de nuit, donc j'arrive le matin. Et je reçois, en fait, une affaire importante qui était en place depuis quelques années et qui avait la particularité, il y avait toute une équipe, c'était des anciens de Goldman Sachs. C'est que des Australiens il y avait des Australiens, des Anglais, quelques locaux, mais c'était surtout c'était des capitaux saoudiens. Mais l'équipe dirigeante, c'était des Australiens D'accord. et des Anglais, tous anciens de Goldman Sachs. Donc j'arrive, boum, je rencontre les personnes. Le fit passe tout de suite. On me présente, on discute et on me dit voilà, on a besoin, on a tout ce qu'il faut d'un point de vue senior, on a besoin d'un vrai senior associate qui gère un petit peu, bon ils appellent ça senior associate, mais c'est associate concrètement, un boulot d'associate, où concrètement tu gères la valorisation, tu gères toute l'origination, et tu es un peu le bras droit de ces gens-là, tu les alimentes. D'accord.
et c'était sur des deals sur la région, des deals, parce que Bahreïn, c'est une place, c'est surtout tous les capitaux saoudiens qui sont là-bas, et qui irriguent un peu toute la région, qui sont investis sur l'Asie, sur il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc, c'est l'Asie, le Moyen-Orient, et également l'Europe. Et donc, on me fait une proposition, je me pose la question. Ah, on te l'a faite à la fin de l'entretien ou ils ont... pas, Ah oui, après. non, après. Parce que tu as eu plusieurs tours d'un seul coup. J'avais vu même le président. Ah, tu as vu tout le monde en une seule journée. Ok. Tout le monde, j'étais resté 2 jours. Ah, j'étais ouais. revenu. Ah, t'as repris l'avion pour un autre tour? Je reviens en France. Ah oui, pardon, c'était pas le deuxième tour, on t'a demandé de revenir au bas. Non, non. Non. Oui, voilà. Non, il n'y a pas eu de deuxième tour. Oui. Je reviens, on me refait un call. Et le soir même, on me fait la proposition avec un salaire que. Tu peux le dire? C'était 90 000 $. Ok. Alors que t'avais même pas commencé un CDI. Ok, incroyable. Waouh. J'avais 24 ans. C'est fou, tu devais être là. Ouais. Incroyable, senior en fait, d'un coup. Voilà, d'un coup. Et, on parlera après de l'entretien. Oui, bien sûr. Incroyable. Et ensuite, pour l'anecdote, je suis convoqué par la directrice des ressources humaines de Lazare qui me dit pourquoi vous êtes parti. Lazare, en fait, si tu disparais 24 heures, c'est comme si tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. C'est vraiment, t'es tout le temps sollicité. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Lazare que quelqu'un parte 24 heures. Oui, non. Non, mais je sais. Mais en fait, je lui dis, donc elle vient pour me gronder en quelque sorte, et je lui annonce ma démission. En fait. Donc, t'étais analyste là-bas. Ouais, ah oui. Ouais. Et du coup, elle était un peu, oui. Non. Oui. Il n'y a pas de problème, au contraire. Mais, je lui dis, voilà, j'avais une bonne raison, c'est que j'ai fait un entretien. Mais oui, c'est... Et voilà. D'accord. Donc, et après, parle-nous du coup, comment les missions, parce que après on doit passer à la partie entretien, parce qu'on a pas mal. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques points les missions principales que tu as faites chez Gulf One? Et après, on parlera de ton expérience chez Corporate Finance International. On a fait un peu de tout. Hein. Franchement, c'était beaucoup de. Alors, on conseillait pas mal d'entreprises, de grosses entreprises saoudiennes. On a travaillé vraiment pour des boîtes pétrolières, des boîtes dans la chimie, des sociétés dans la construction. On a fait aussi de l'aviation. Vraiment, c'était vraiment multisecteur. Dans l'eau, j'ai fait un très beau deal dans l'eau. C'était entre une société saoudienne qui devait racheter une société à Singapour. D'accord. C'était extrêmement divers. Après, les missions, ce qui t'intéresse, c'est tu veux savoir les secteurs ou même les secteurs, t'es pas obligé de rentrer dans les détails. Mais déjà, est-ce que ça t'a plu? T'es resté combien de temps déjà? Je suis resté 3 ans. 3 ans. Ouais. Et ça t'a plu? Est-ce que t'as beaucoup appris? Tu recommanderais aux étudiants qui nous écoutent d'avoir une expérience là-bas? Avec le recul, je dirais que si vous pouvez partir, partez bien sûr, mais peut-être pas partir trop tôt. Moi, je pense que je suis parti un peu trop tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, mine de rien, quand même, on acquiert plus d'expérience, la base, si tu veux, la base. Je pense que j'avais un manque peut-être d'un point de vue technique. C'est-à-dire à ce moment-là, j'étais pas encore assez affûté. Je pense que même si Lazare c'est extrêmement formateur, mais je pense que aller à l'international, dans le Golfe ou à Londres, c'est différent, c'est quand même très similaire à ici. Oui. Mais pays émergents, c'est très intéressant d'y aller, mais peut-être à partir de 26 ans, 27 ans. Un peu, ah oui. Oui. Parce que tu avais des missions quand même à forte responsabilité à 24. Ok. Non, j'étais jeté à l'eau très vite. J'ai rapidement eu de très bonnes relations avec le PDG qui m'entendait très bien, qui m'a un peu pris sous son aile. Et si tu veux, oui, je dirais que le conseil, c'est peut-être d'y aller un peu, de prendre plus d'expérience en Europe, et ensuite y aller pour justement essayer pour avoir le maximum en termes d'exposition et d'avoir le niveau suffisant pour avoir des responsabilités importantes. Et du coup, après, t'es allé chez Corporate Finance International en tant que VP directement ou plutôt associate? Non, c'est comme manager. En fait, ils ont
c'était associate, ils appellent ça ensuite manager. Si tu veux, c'est un peu, les typologies sont différentes. Parfois, on dit, t'as des boîtes qui vont te dire chargé d'affaires, manager, vice-président. T'as d'autres boîtes qui te disent analyste, associé. Oui, ça, chaque boîte a ses règles. Oui, c'est l'équivalent, c'était équivalent de senior associé. Et comment c'était chez Corporate Finance International? Alors, c'était très différent parce que je voulais déjà revenir en Europe. Ah, donc t'es rentré à Paris. Ouais, je voulais revenir à Paris. Pourquoi tu voulais? Ah oui. Pour me marier. Ah oui, d'accord. Avec ma femme, qui est toujours la même. D'accord. Elle va pas écouter, ça va être coupé, ça. Non, mais t'as dit que c'était toujours la même, donc non, ça pas. J'en ai qu'une seule. Oui. Et j'en aurai qu'une. Non, mais c'était pour des raisons. Sinon, je serais resté quand même encore plus longtemps là-bas. Je m'étais toujours dit rester. En y allant, je voulais rester 5 ans. D'accord. 5 ans, c'est le bon momentum, une bonne expérience à l'international, des sous aussi, parce que là-bas, oui. c'est un sujet j'ai pas évoqué, mais tu sais que dans les pays du Golfe, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt, oui, je sais. C'est pour ça que tout le monde veut partir. Il n'y a pas d'impôt, donc tu peux mettre rapidement de côté. Les bonus sont aussi intéressants, parce qu'ils font tout pour attirer les talents. Et après, quand tu étais chez Corporate Finance International, tu étais sectorisé ou t'as travaillé sur quel type de mission? Alors, j'ai travaillé. Ce qui était intéressant, pourquoi Corporate Finance International, c'est parce que j'avais travaillé avec eux c'était nos counterparts. Parce qu'au fait, je conseillais Golf One sur un deal où on devait racheter, c'est-à-dire Golf One, la partie private equity de Golf One. Je les ai conseillés pour l'acquisition d'une société d'aviation, de maintenance aéronautique en France. D'accord. Qui s'appelle Valière. Et on les conseille. Et au fait, la Corporate Finance, à l'époque Atema, conseillait la partie française. Ah, donc, en revenant, je suis venu en France plusieurs fois. J'avais plein de missions sur la France où justement je rencontrais les gens d'Atema avec qui j'ai sympathisé, avec qui ça se passait très bien et tout. Et en voulant revenir en France, je les ai juste contactés. Tout de suite, j'ai eu un entretien avec le dirigeant. J'ai appris à me présenter 2 autres personnes et au bout de 2 semaines, ça s'est fait. En fait. Et ça t'a plu quand tu compares les 2 expériences, celle au Bahreïn et au niveau des missions, au niveau de qu'est-ce que tu peux dire? C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir parce qu'au fait, en France, tu es quand même dans un environnement qui est beaucoup plus normé. C'est-à-dire que tu vas avoir moins. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil. Hein. Encore une fois, je ne veux pas généraliser. Mais là où j'étais, on était beaucoup plus. C'était vraiment orienté deal. Tu es sur un deal, il y a une équipe qui gère le deal. Et tu fais partie de cette équipe et donc tu travailles vraiment en équipe sous la coupe de l'associé. Et tu délivres ce qu'on te demande de faire. En fait. Chez Golf One, j'avais beaucoup plus de responsabilités. Je pouvais faire beaucoup d'origination, je pouvais, même si évidemment on rapportait à nos associés et tout, mais j'avais plus de responsabilités, j'étais plus électron libre. En France, c'est quand même différent. C'est plus structuré, bien sûr. C'est plus, je dirais, c'est plus hiérarchisé, un peu plus normé. Alors, on pourrait rester des heures à parler de tes expériences parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on est obligé de passer à la suite. Ça me rajeunit pas tout ça. Oui, mais parce c'est tellement intéressant, tu as tellement de choses à raconter. Tu parles pas de tes expériences, donc oui, c'est vrai. Mais on va passer à la suite, la partie entretien d'embauche, la préparation aux entretiens. Donc là, est-ce que tu peux nous dire, quand tu étais chez Lazare, justement, quelles questions on t'a posées pendant l'entretien? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je me rappelle très bien. J'en avais passé 3. Il y avait la partie avec. Est-ce que tu veux que je te parle de la partie avec les ressources humaines? Tout. On veut tout savoir. La partie avec les ressources humaines, c'était avec la directrice des ressources humaines. C'était beaucoup plus. C'était très. Je dirais un entretien classique. De personnalité, un petit peu d'aspiration, de motivation. Donc, franchement, c'était pas si compliqué que ça. La partie, il y avait aussi un entretien avec un VP. L'entretien avec le VP, il était beaucoup plus sur les deals.
sur pourquoi le M&A, est-ce que tu es prêt à travailler en équipe, est-ce que on parle un petit peu de est-ce que tu peux tes connaissances un petit peu en finance d'entreprise, en méthode de valorisation. C'était pas très technique, mais c'était généraliste, mais c'était beaucoup plus, en fait, une évaluation de la façon de est-ce que tu vas fitter ou pas dans leur équipe. Parce que chez Lazare, comment ça fonctionne, et dans les grandes banques d'affaires, c'est un peu le cas, hein, t'as le deal ou l'origination est gérée par le managing director, enfin l'associé, ou le director. Et ensuite, tu as une petite équipe de 2-3 personnes qui va travailler pour lui, qui va travailler sur le deal ou qui va travailler sur c'est toujours des petites équipes. Et cette équipe, elle est toujours dirigée par le VP. D'accord. Le VP, si tu veux, c'est l'officier de terrain. C'est lui et donc, lui, en fait, il était là pour évaluer si je pouvais fitter dans l'équipe. C'est clair. La partie technique, c'était beaucoup plus l'entretien avec l'analyste. Alors là, pour le coup, c'était vraiment hyper technique. Je me rappelle très bien, c'était les méthodes de consolidation. Ah, d'accord. Et tu avais préparé cette question quand même. J'avais bouffé le Learning pendant... Ah oui. Et aussi, tu avais eu ton mentor. Si j'ai un conseil à vous donner, tu avais ton mentor aussi qui t'avait... il faut le maîtriser. Hein. Ah oui, il faut le maîtriser. Et qu'est-ce qu'on t'avait posé d'autre comme question technique? Les principales méthodes de valorisation, comment calculer un WACC, comment calculer qu'est-ce qu'on prime des risques. Mais l'exercice pratique, c'était sur la méthode de consolidation. Ah oui, d'accord, c'est un exercice sur la consolidation. Oui, ok. Absolument. Qui était des questions pièges. Et tu avais tout réussi, non? Ah oui, parce que j'avais préparé. Très bien. J'avais préparé. Et d'accord. Et qu'est-ce que... On m'avait même dit que ça pouvait tomber, donc comme un examen. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent et qui veulent faire un stage chez Lazare? Quel conseil tu leur donnerais? Alors, je leur conseillerais déjà première chose, si tu veux dire, avant comment préparer, comment postuler ou comment préparer l'entretien? C'est plutôt pour, se préparer vraiment à l'entretien. Ouais. Déjà, si vous êtes pris à l'entretien, c'est déjà très bien. Et c'est bon signe. Et si vous êtes, en fait, je vous conseille déjà de prendre rendez-vous avec un mentor, ou pas forcément un mentor, mais quelqu'un qui a une expérience en banque d'affaires, une expérience significative, pour justement qui vous alimente avec ses informations, sa connaissance, c'est un petit peu tout ce qui a un rapport avec ses expériences. Sur la partie technique, il faut préparer, il faut vraiment bien travailler le dernier même. Je pense pas que ça a changé ça pour le coup. Je sais pas, ils sont appelés à quelle édition maintenant, mais vraiment travailler dernier man à fond. Essayer aussi de prendre. Il y a aujourd'hui beaucoup de modèles que vous pouvez trouver sur Internet et tout, sur des méthodes de valorisation. Il y a pas mal d'Excel sheets que vous pouvez relire parce que aujourd'hui on peut vous évaluer on vous demande de faire une petite valorisation de société ou faire un BP rapidement, donc faire des projections. Il faut vraiment essayer de se préparer de la meilleure façon qui soit. Ne pas avoir peur, parce que ça reste un entretien, ça reste une très bonne expérience. Et y aller. Il faut quand même, il faut prendre le temps de la préparation. Il faut vraiment prendre le temps de la préparation, ne pas y aller de manière nonchalante. Parce que oui. Après, je veux rassurer, hein, c'est pas Lazare, c'est beaucoup plus. Ce qui est dur, c'est quand on est dedans. Les entretiens sont moins difficiles. Sont moins difficiles. Ouais. Et du coup, à ton avis, pourquoi on t'a pris toi et pas une autre personne? Qu'est-ce que tu as fait de plus? C'est une bonne question. Je pense que j'ai dû convaincre. Je pense que j'ai dû convaincre le VP. Il a dû voir ma motivation. Le fait que j'étais en stage en M&A avant, ça a aidé. Le fait que je connaissais des gens qui travaillaient chez Lazare. Ah oui, ça c'est important. J'ai oublié de le dire sur les conseils. J'avais quand même parlé avec quelqu'un qui était analyste chez Lazare à ce moment-là. D'accord. Qui était aussi dans mon mentor, était le mentor.
Donc j'avais discuté Ah, avec lui, il m'avait aidé, il m'avait donné tu avais quelques demandé des conseils. conseils en fait. Absolument. Ouais. Si vous D'accord, pouvez avoir des conseils de quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est l'idéal. d'accord, C'est ok. l'idéal. Voilà. Pour le coup, Et pour le Bahreïn, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui veulent faire un stage en banque d'affaires au Bahreïn ah, ou au là-bas, Golfe? c'est pas beaucoup, c'est pas les stages là-bas, c'est vraiment, si vous y allez, c'est pour travailler. Hein. Pas de stage là-bas. Non, non, c'est pas je ne déconseillerais pas. Pourquoi? Ils prennent pas beaucoup de stagiaires, Ah c'est pas la oui. culture. Mm. Ils prennent pas généralement parce que ça leur revient trop cher le fait de ramener quelqu'un de l'étranger, lui payer déjà rien que les coûts de billets d'avion, si même franchement c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Hein. Ils ont pas sauf les banques qui font les graduate programmes ou les off cycle, mais généralement je sais pas s'ils font ils doivent certainement faire ça sur Dubaï. Hein. Ça doit Mm. exister. Hein. Si vous faites ça dans le cadre d'un parce qu'à Dubaï, vous avez toutes les grandes banques. Hein, donc, si vous voulez faire un graduate là-bas, ou si vous pouvez décrocher un VIE et tout, c'est très bien. Hein. Faut surtout pas hésiter. Hein. Donc, et Tu recommanderais plutôt un stage à Paris ou à Londres peut-être aussi, non? Paris, c'est très bien. Londres, c'est très bien. Si vous pouvez avoir New York, c'est Mais encore c'est mieux. possible, tu penses, New York? C'est vrai, c'est encore mieux? Je pense quand même, c'est quand même les grandes banques américaines sont à New York. Enfin, alors, si vous- je- après, c'est pas évident d'y rentrer. Hein. Il y a une telle concurrence que Oui, la c'est... concurrence qu'il y a à New York est encore plus importante qu'à Londres ou à Paris. Mais je pense que plus on a d'expérience internationale, mieux c'est. Et après, si j'ai un conseil à donner, oui, c'est de bien travailler quand même. L'anglais, c'est très important. Il faut vraiment être il faut maîtriser, parce que généralement. Même Lazare, on t'avait posé des questions en anglais, j'imagine. Oui. Oui, tout était en anglais, forcément. Oui. Après, en français, non, les Ah non, enquêtes en en français. français. Mais il y a une partie où ils testent l'anglais. Oui, bien sûr. D'accord, ben, alors, juste avant qu'on passe à l'entretien blanc, parce qu'on va te... J'ai le crack là. Alors, déjà, comment se préparer à l'entretien? Donc, déjà, vous pouvez avoir Salim comme mentor. C'est tout à fait possible. Il peut vous coacher si jamais vous le souhaitez. Alors, et vous pouvez aussi vous préparer directement en ligne. Donc nous, on a 3 packs. Un pack pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard pour trouver son orientation en finance d'entreprise. Donc, il y a 120 €, un accès à vie et sans engagement. C'est un parcours d'orientation digitale avec 34 exercices. C'est assez clair et pour mieux se connaître aussi. Le deuxième cours, c'est plus pour réussir ses entretiens techniques en fusion-acquisition. Donc, il y a 150 € avec tout ce que vous devez savoir en M&A, la valorisation, comptabilité, mergère, consolidation, LBO, avec des exercices et des quiz, où vous avez le pack complet avec 1 heure de coaching avec un mentor. Donc voilà, maintenant on va passer à l'entretien blanc. Tu me dis quand tu es prêt. Voilà. Ouais, quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, il faut y aller à un moment donné. Mais on vous posera pas cette question pendant l'entretien. Dis-moi quand tu es prêt, par contre. Ça, c'est que moi qui le fais parce que je suis sympa. Surtout pas chez Lazare, d'ailleurs. Alors là. Voilà, on te demandera pas quand tu es prêt. On te le fera quand tu n'es pas prêt, justement. Donc, est-ce que tu peux te présenter, vous voir, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, on va dire que c'est un entretien pour Lazare. Donc, j'étais dans les conditions De l'époque, si possible. Ah, c'est un jeu de rôle, ça. C'est un jeu de rôle. On fait vraiment comme, comme tu veux, que ce soit Oui, d'accord. soit maintenant, soit avant. Comme Non, avant. Avant. Que ça soit accessible. Ok, pas de problème. Donc, bonjour, Salim Benaves, j'ai 23 ans. Je suis diplômé de Paris-Dauphine en ingénierie financière. J'ai fait un stage, je viens de finir un stage de fin d'études chez Edmond Rothschild Corporate Finance, où j'ai travaillé sur des différentes transactions en fusion-acquisition, où j'ai appris les rudiments de la fusion-acquisition. Je suis aujourd'hui là parmi vous parce que j'aimerais bien avoir l'opportunité d'avoir un stage dans votre maison, qui est reconnu mondialement pour son excellence, pour la qualité des deals
qui sont euh, qui sont euh, qui sont menées et pour également l'exigence qui y est tous les jours en fait. Et donc je suis ravi d'être là et je vous remercie de m'avoir convoqué pour cet entretien. D'accord. Bah, et pourquoi les fusions-acquisitions? Pourquoi ça vous intéresse, ce stage? Alors, les fusions-acquisitions, pourquoi? Parce que je me suis beaucoup posé la question sur mon avenir professionnel. Étant à Dauphine, évidemment, j'étais attiré par le secteur financier. J'avais beaucoup d'attirance pour la gestion d'actifs, également pour la finance de marché. Mais c'est la finance d'entreprise et notamment la fusion d'acquisition qui a attiré mon attention parce que je trouve que ça allie merveilleusement bien deux aspects que j'aime beaucoup, qui sont à la fois les chiffres, donc il y a beaucoup de finances sur la partie valorisation, business plan, projection financière, mais également la partie stratégie d'entreprise, donc qui est aussi extrêmement intéressante. C'est-à-dire que j'aime beaucoup étudier la stratégie des entreprises, les dynamiques de marché, les évolutions de marché, les différentes tendances ainsi que les révolutions qui affectent l'écosystème des entreprises. Et je pense que la fusion-acquisition est dans ce sens le meilleur secteur pour cela. Et il y a également, moi j'aime l'aventure, être exalté par ce que je fais. Je pense que travailler sur des deals, professionnellement, il y a quasiment rien qui soit plus exaltant. Donc il y a toujours une un fort intérêt, une tension permanente sur ce que le deal peut se faire ou pas, à telle condition ou pas. Donc je suis très attiré par ça. D'accord. Et pourquoi Lazare? Pourquoi avez-vous choisi Lazare? Lazare, parce que c'est d'abord une institution qui n'a plus à faire sa réputation, qui est réputée mondialement pour la qualité de ses services. C'est quasiment la banque d'affaires la plus reconnue en termes d'excellence, de services, de deals. C'est-à-dire Lazare, c'est des deals de très haut niveau, que ce soit aux États-Unis, en Europe, avec des entreprises extrêmement prestigieuses. C'est euh, des clients absolument de rêve dans l'industrie, dans les services, dans la banque, même les gouvernements aussi. Je sais que Lazare a une partie conseil en gouvernement qui est très importante. Donc c'est l'opportunité de travailler dans une maison vraiment prestigieuse et d'apprendre aux côtés de profils extrêmement talentueux. Et selon vous, alors, si vous pouvez me résumer, quelles sont les missions que vous voyez faire chez Lazare, euh, en tant que stagiaire et après en tant qu'analyste en fusion-acquisition? Alors, j'imagine, je me suis un peu renseigné, mais j'imagine que ce sera essentiellement des missions, beaucoup de recherche, beaucoup de rédaction de documents, notamment les pitch decks, notamment aussi les études sectorielles, les présentations, les mémos pour les associés gérants de la société. On fait aussi, peut-être un peu plus tard, mais on touche aussi à la valorisation, c'est-à-dire on peut faire des études de multiples comparables, des études de multiples de transactions. Peut-être pas le DCF tout de suite, mais pourquoi pas plus tard. Et donc j'imagine que il y a aussi un travail aussi de veille stratégique, de veille d'entreprise qui doit être menée. D'accord. Et selon vous, quelles sont les qualités requises pour travailler en fusion-acquisition et pourquoi vous estimez avoir ces qualités? Alors, je pense que la première qualité, c'est quand même la rigueur. Il faut être extrêmement rigoureux, il faut être patient. Je dirais aussi il faut avoir une grande curiosité. Il faut avoir une soif de connaissance, d'apprendre tous les jours de nouvelles choses et avoir l'humilité aussi de chercher
l'information auprès de ceux qui l'ont. Il y a également, il faut avoir un esprit, il faut comme je pense aussi être à savoir allier deux choses qui sont pas évidentes. C'est à la fois être très autonome, travailler en autonomie, mais également savoir travailler en équipe parce que en fusion acquisition on travaille toujours en équipe. Euh, c'est toujours des équipes de grades différents. Donc je pense avoir ces qualités-là parce que je suis de par ma nature quelqu'un de rigoureux. J'ai toujours fait en tous les cas dans mes études et lors de mes expériences professionnelles, j'ai toujours mis un point d'honneur à être extrêmement rigoureux dans mon travail et faire en sorte de rendre le meilleur travail possible pour mes employeurs. D'un point de vue, je suis aussi je suis très curieux, j'aime beaucoup savoir, j'aime toujours apprendre sur les secteurs d'activité, sur l'économie me passionne, le monde de l'entreprise me passionne et je suis également j'ai eu un engagement associatif, donc je suis prêt bien sûr à travailler en équipe et je suis prêt aussi à travailler seul quand il le faut. Et faire aussi de longues nuits pour ma banque parce que je sais très bien que le travail qui est exigé demande des efforts importants. D'accord, très bien. Et est-ce que vous savez justement travailler en autonomie? Si vous pouvez me donner un exemple qui le prouve. Travailler en autonomie. Par exemple, si on me demande d'aller chercher une information, on n'a pas besoin de me dire où la trouver. Ça, c'est mon problème. C'est-à-dire que, typiquement, dans mon dernier stage, souvent, on me demandait des informations financières, mais on ne me disait pas où les trouver. Et donc, il fallait que j'aille chercher dans les notes de broker, que j'aille chercher dans les bases de données, dans Bloomberg ou Factiva ou autre. Donc, et ça, c'est un travail assez fastidieux, surtout pour avoir, quand on demande un chiffre en particulier, donc il faut trouver le bon chiffre. Souvent, on vous demande un chiffre qu'il faut construire à partir d'autres chiffres. Donc, la recherche simple devient une recherche beaucoup plus importante. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, je me débrouille toujours pour avoir l'information. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez avoir la capacité à supporter la pression? C'est-à-dire si on vous donne une deadline ou un dossier à effectuer dans des délais courts, est-ce que vous saurez supporter la pression? Sinon je ne serais pas là devant vous. Je sais, de par la réputation de votre maison et de par les différents entretiens que j'ai eus avec des personnes qui ont eu à travailler avec vous et tout, que le niveau d'exigence, notamment sur le travail, sur les horaires, est assez très important. Donc moi personnellement, du moment que j'aime ce que je fais, c'est pas quelque chose qui me dérange. En tout cas, je suis prêt à supporter des horaires compliqués, difficiles. Sur la partie pression, je pense que la pression, c'est ce qui nous permet d'avancer. Si on n'a pas de pression, on n'avance jamais. Après, évidemment, il faut la gérer, il faut essayer de pas se laisser envahir. Donc, j'ai bon espoir de savoir, de pouvoir encaisser de la pression. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc on va passer maintenant à une petite question technique. Est-ce que vous pouvez évoquer brièvement les principales méthodes de valorisation que vous maîtrisez? Alors, sur ce que j'avais fait lors de mon précédent stage, j'avais beaucoup travaillé avec les méthodes de multiples, donc les comparables boursiers, les comparables de transactions, les transactions précédentes. J'ai fait aussi un petit peu de DCF, même si c'était parcellaire, c'est-à-dire j'avais pas fait la partie de projection financière, j'ai surtout fait le calcul du WACC. Et donc c'est l'actualisation des flux, des free cash flow.
plus la valeur terminale. Sinon, je connais aussi les autres méthodes que j'ai appris en cours. Hein. C'est la méthode de la LBO, la méthode de la valeur patrimoniale. Il y en a plein d'autres. Hein. Je saurais vous dire, mais en tous les cas, c'est les principales. Là, je vous donne les principales. D'accord, bah merci beaucoup. On a fini l'entretien. Merci, Blanc, l'entretien blanc. Maintenant, on va faire un petit feedback parce que Salim a recruté beaucoup de personnes. Tu as recruté des stagiaires, des analystes et des associates aussi. Stagiaires analystes. Alors, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ta propre prestation? Pourquoi tu considères que... qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ça? Ah, je pense que j'étais... je pense que j'étais trop sûr de moi. Parce que généralement, quand tu es en stage, quand tu es en entretien chez Lazare, t'emmènes pas large. T'as le track et non, c'est. T'avais le track, toi? Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, oui. Mais quoi, est-ce qu'il faut pas montrer ce degré d'assurance, du coup? Ah, je pense que ça peut déranger la personne. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire que là, t'aurais fait comme tu as fait en étant moins. Voilà. Pourquoi tu dis que t'étais pas assez humble? J'étais un peu sûr de moi. Ah oui, c'est par rapport à quoi? Oui, je peux gérer le stress, je peux gérer la pression. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire, du coup? Je dis, j'espère que je pourrai je ferai en sorte je vais essayer. Ah oui, tu recommandes. Si je vais gérer son problème, pour moi, c'est une marque c'est-à-dire que je suis très sûr de moi. Après, ça peut être bien vu, hein. Mais il faut pas en fait, c'est toujours une limite. Il faut pas que ça soit vu comme un peu de l'arrogance. Ah oui, d'accord. Dire en gros, moi j'ai pas peur, je suis là. Donc toi, ça veut dire que par exemple pour Lazare, tu penses qu'il cherche des personnes humbles. Il faut être humble dans ses réponses ou. Ils veulent des gens qui soient humbles, en fait, ils veulent des gens qui soient préparés. Et en fait, ils veulent des gens qui soient opérationnels très rapidement. Parce que plus on n'est pas prêt, plus ils vont mettre du temps à nous former. Et ils veulent pas perdre de temps à former. En fait, parce que il y a un deal flow qui est permanent, ça s'arrête jamais. Donc, ils veulent tout de suite vous jeter à l'eau. Donc oui, un peu d'humilité, c'est toujours bien. D'accord. Mais l'humilité, ça ne doit pas être non plus la soumission. Oui, quand même pas à ce point. Non. Surtout que, alors là, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, ça a dû changer par rapport à mon époque. Dans quel sens? À mon époque, on était très... très humble. C'est pas qu'on était humble, c'est que c'était, comme je te disais, c'était militaire. Hein. C'était Lazare, c'était encore plus qu'avant, que maintenant. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça a dû quand même. Oui, ça l'est un peu moins, bien sûr. Il y a eu des histoires un peu. Il y en a qui n'ont pas justement supporté la pression. Et donc, j'imagine qu'aujourd'hui, la pression doit être peut-être moindre. Mais d'accord. La pression, elle était permanente. Mais justement, est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu as fait passer des entretiens toi-même. C'est ça qui est intéressant, si tu veux que je raconte des anecdotes, là je peux t'en raconter. Des anecdotes par rapport à quoi? Sur Lazare, quand tu raconte alors. Tu as fini tout ton travail, il est 22h, tu as fini tout ton travail, que tu es tout content, et que tu reçois, au moment où tu sors, tu reçois un appel du VP qui te dit passe au bureau. Ça veut qu'il est toujours au bureau. Qui te demande une présentation pour le lendemain matin. Mais non, t'as eu ça plusieurs fois. Bien sûr. Et du coup, tu dormais à 5h du matin. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et c'était quoi, par exemple, qu'on t'a demandé? Bon, c'était soit des présentations, soit des decks, des pitchs, soit d'enrichir quelque chose, soit alors, ce qui arrivait très souvent, ça c'était le plus dur, c'est que toi tu donnes la présentation le matin. Ah, moi c'est un entretien cash, hein, on dit la vérité. Faut être cash. C'est ça le concept, oui. Donc, c'est quand tu remets une présentation le matin et que, vraiment à 10h du matin et que, en fait, quand tu remets ta présentation au VP ou même au MD, tu attends généralement 99% des cas, tu attends à ce de recevoir les markups. Donc, en gros, tu lui donnes la présentation imprimée. Ensuite, il va te markuper. Généralement, plus tu es expérimenté, moins ça va être markupé. Parce que lui, il te donne, tu vois, si tu veux,
tu vas avoir un squelette de présentation. Il va te dire de faire ça, 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 ça. Après, c'est toi qui fais C'est ça tout. qui fait tout. Ça, c'est vraiment, c'est super intéressant. Tu fais ta présentation, tu la remets au VP, tu attends les markups, enfin, tu travailles sur autre chose, parce que tu as toujours, pour le coup, tu as T'as toujours des toujours choses quelque à chose faire. à faire. Toujours, toujours, toujours. Ben, alors là, on passait des journées interminables, mais en fait, on ne voyait pas le temps passer parce Oui, qu'on ça va était tout vite. le temps occupé. Et au fait, et tu attends le markup, et le markup, il ne vient pas. Donc, tu te dis que c'est bon, il va t'appeler à 21h ou à, je sais pas, à quelle heure pour, pour te remettre les markups. Et les markups, toi, tu te dis, OK, tu peux pas lui dire, je fais ça demain matin. Quand il te demande le markup, ça veut dire que tu dois le faire tout de suite pour lui remettre le lendemain ou le soir même. Pas lui envoyer le soir même avant de partir. Oula. Et ça, c'est, non, ça, c'était pas que pour moi, c'était la vie. C'était ça tout le temps, tous Tout le les jours. temps pour tout le Mais tu monde. dormais combien d'heures par nuit? Ah, je dormais, franchement, ça dépend des périodes, mais en général, après ailleurs, c'est pas le cas du tout, hein, je te rassure. Hmm. Mais chez Lazare, je dormais à 4 heures du matin à peu près. Tu dormais à 4 heures? 3 heures, 4 heures du matin. Tu dormais à 3 Là, heures, 4 heures du on avait matin? le taxi payé, on avait Et tout. tu te levais à quelle heure? Bah, on était au bureau à 9h. Ah oui, faut Ah être un oui, petit dormeur, quoi. Et c'était euh, pareil le week-end? Samedi, dimanche? le week-end, ça dépend, ça Tu dépend. travaillais samedi, dimanche, non? Pas le samedi, mais dimanche, ça m'est arrivé souvent. 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 Ouais, ouais, Et souvent. pareil jusqu'à 4 heures du matin. Non, Ah non, oui, non. non, non. Non, le week-end, tu venais la journée. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas le télétravail. Ah oui, Donc, c'est vrai. ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Pas forcément mieux. Hein. Ouais, c'est Pas vrai, pas forcément mieux forcément. du tout. C'est-à-dire que tu te dis, c'est moins pire, j'ai du travail chez moi, mais bon. C'est pareil. Tu fais de la nocturne sur ton lit, je sais pas si c'est mieux. Ouais, à l'époque, fallait être au bureau. Et du coup, là, je t'ai fait passer un entretien vu que tu as recruté plein de personnes à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, un entretien qui s'est mal passé, où vraiment tu t'es dit, mais cette personne, elle n'est pas du tout faite pour ce poste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a fait, voilà, qui a fait que tu as décidé de ne pas prendre la personne? Pour un stage où on pourra être analyste. Comme je te dis, le manque d'humilité, ça c'est quelqu'un qui est arrogant, c'est tout de suite, ça marche pas. Parfois, quelqu'un qui est trop fragile, tu le ressens aussi. C'est vrai, comment Ouais. tu l'as ressenti? Ben, tu sens qu'il y a des personnes qui sont un peu fragiles, qui vont fuir le regard, qui vont être, elles sont pas sûres de du tout. Et c'est l'inverse de ce que je te disais. Parce qu'ils étaient angoissés aussi. Voilà. Oui, Mais c'est pas bien aussi en entretien parce que pas possible. Oui. on va avoir peur de dire, il va nous claquer entre les doigts, il va pas pouvoir Là, il va rester. pas Il tenir. va pas tenir. Souvent, les gens, il y a beaucoup qui tiennent pas. Ah Ah, bah oui, oui, c'est vrai. au bout de 2 semaines, ils partent. C'est pas fait pour moi. Tu te rappelles d'autres choses aussi qui ont fait que c'était un no-go? Ah, quelqu'un qui a qui a des lacunes techniques évidentes. C'est-à-dire, quand t'es en stage, à la limite, on peut tolérer. Par contre, en CDI, non. CDI, franchement, C'est pas. il y a des choses, bien sûr, on va pas rentrer dans les détails techniques et extrêmement techniques. Parce que moi, je dis toujours, le M&A, c'est pas si technique que ça. C'est franchement par rapport, c'est pas le calcul stochastique, c'est pas l'analyse quantitative, tu vois. C'est très rigoureux, très exigeant parce que voilà, tu as des modèles qui sont sont importants, donc il faut bien maîtriser Excel. Il faut avoir une grande capacité de travail, il faut avoir une bonne capacité de rédaction, il faut bien rédiger, enfin bien parler, ça c'est très important. Et voilà, être un bon travail, ça c'est sûr. Faut délivrer, mais c'est pas non plus extrêmement technique. Donc si tu maîtrises pas le peu de choses techniques qu'on te demande, ça peut être problématique. Et est-ce que tu te rappelles d'un candidat au contraire qui t'a épaté? Et qu'est-ce qu'il a fait justement? Oui, c'était quelqu'un qui avait fait. Ah oui, là c'était à Golf One. On avait recruté un Indien qui était en troisième, en level 3 de CFA. Franchement, il était incroyable. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Il maîtrisait la moindre question. Il répondait à la moindre question qu'on lui posait.
C'est-à-dire la moindre question, on a essayé de le challenger parce que justement, il présentait un CV extrêmement. Quand tu vois un CV où il y a 15 000 références, tu dis celui-là. C'était pour un stage? Non, non, c'était pour un. Premier CDI. C'était pour un. Non, c'était pas un premier CDI, c'était pour un. C'était un. Non, c'était un analyste, oui. C'était un. Mais qui avait déjà une expérience en banque d'affaires. D'accord. Donc, qui avait une expérience en audit. En audit, d'accord. Il y a beaucoup de gens de l'audit qui vont vers C'est vrai. le M&A plus tard, oui. C'est moins le cas aujourd'hui, peut-être avant, non? Je sais pas parce que on disait à l'époque que les profils d'audit étaient bien vus parce que l'audit était vu comme transaction service peut-être. Parce que je sais que c'est plus compliqué. Oui, transaction service, évidemment. Transaction services, mais l'audit et transaction services c'était bien vu parce que vu comme étant très formateur. D'accord. Donc un stage en audit pour aller après sur du M&A, c'est bien aussi. Et un stagiaire peut-être qui t'a marqué, qui a une belle prestation, qu'est-ce qu'il a fait justement si tu te rappelles. Un stagiaire ou un entretien En entretien, tu as fait passer l'entretien pour un stage. Faut que j'essaie de me souvenir, hein, parce que c'est... Il y a personne qui t'a marqué. Non. si, il y en a qui m'ont marqué, Faut que j'essaie de me réfléchir. Sinon, ce que tu peux donner comme conseil aux personnes pour justement, pendant l'entretien, pas être marquant, mais faire quelque chose, dire quelque chose qui va marquer le recruteur. Je pense que généralement, quand tu montres un enthousiasme par rapport au métier, et que cet enthousiasme doit être réel, il faut aimer vraiment ça, pas simuler. Ça, franchement, si ça vous intéresse pas, n'y allez pas. Parce que, ceux qui veulent faire ça et faire que pour l'argent, ça aussi, le recruteur le remarque. T'as dû en voir, non? Tu en as vu, non? Des personnes qui faisaient, et tu le remarques, comment tu le remarquais, les personnes qui faisaient ça vraiment que pour l'argent? Comment tu le remarquais? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, pour le coup. Oui. Après, on fait tous l'argent, évidemment, c'est important. Oui. Mais si c'est juste votre but pour faire du M&A, c'est juste l'argent. Franchement, moi, je conseille de faire autre chose. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Il y a des métiers où vous pouvez gagner autant d'argent en ayant beaucoup moins d'efforts. Après, le M&A, c'est quand même en fait, ce qui est important dans le M&A, c'est qu'on doit imprimer une certaine image. C'est l'image qu'on donne. Il faut être, exactement. Il faut être, je dirais, à la base de la M&A, c'est vraiment un métier qui était très prestigieux, qui était très, quand on dit banquier d'affaires, ça vient de M&A en fait. Ça vient pas de trader ou je sais, ou même des fonds d'investissement. Ça vient véritablement de la banque d'affaires. La banque d'affaires, sachez que si vous voulez faire carrière dans la banque d'affaires, c'est un métier de relation. Donc, on va parler avec des entreprises à haut niveau. Parce que le banquier d'affaires, il est censé parler aux dirigeants de l'entreprise. C'est ça. Il va pas parler à des N-3 généralement, il va parler aux dirigeants de l'entreprise. Donc, forcément, l'image que vous renvoyez, donc, le niveau de langue, la façon de s'exprimer, le bagage culturel, il faut être cultivé. Donc tout ça, c'est ça qui va attirer l'œil du recruteur. C'est vrai. En entretien. Si vous êtes juste là en mode j'ai envie, ça se verra tout de suite si c'est juste parce que on veut gagner de l'argent. C'est comme je sais pas si tu avais vu c'était une vidéo qui passait beaucoup il y a quelques années, le petit nounours qui dit je veux aller chez Goldman Sachs. Pourquoi tu veux faire Goldman Sachs? Parce que c'est Goldman Sachs. Parce que je veux aller mais pourquoi? Parce que c'est Goldman Sachs. Il a rien à dire. Elle a beaucoup tourné cette vidéo. Oui. Donc c'est un peu ça en fait. Oui, bien sûr, parce que en fait, il faut se dire que quand vous êtes en entretien, la personne qui est en face, c'est peut-être la personne avec qui vous allez travailler. C'est ça. Même si parfois c'est des grosses structures, peut-être vous n'allez pas du tout travailler avec lui, hein, mais parce que c'est pas forcément celui avec qui vous allez travailler. Mais si c'est le cas,
fait, il faut qu'ils se sentent à l'aise avec vous. Bien sûr. Ça aussi, S'ils le se fit sentent compte pas, s'il beaucoup. n'y a pas de fit, Bien sûr. s'il y a pas, et le fit, généralement, on le fait en étant sympathique, en étant Soi-même aussi, il intéressant, faut être soi-même, soi-même. et montrer clairement. L'enthousiasme, ça joue beaucoup. Pour le Bien sûr. stage, l'enthousiasme, ça joue Ça beaucoup. joue beaucoup. Parce que on va être beaucoup moins exigeant sur la technique avec un stagiaire que, par contre, quelqu'un qui n'est pas enthousiaste, qui est blasé, tout, franchement, les gens ne veulent pas. Oui, ça, c'est pas... C'est rédhibitoire. Moi, voilà, pour le coup, le truc rédhibitoire, c'est la personne blasée. Ah oui, il y en a. Genre, ils viennent de commencer leur carrière, ils viennent de sortir d'école, il a la vie devant lui, il a déjà, on dirait qu'il a 30 ans de carrière. Je comprends qu'on soit blasé quand on a passé 30 ans dans un secteur, ou même 5 ans, mais, Ouais. mais pas quand on commence. Alors, en fait, là, on a quelques questions. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, profitez-en, posez des questions. Là, déjà, j'en ai 4, là, des questions. Donc là, j'en ai vu 2 passer tout à l'heure et je les ai notées. Que puis-je faire pour me distinguer pendant l'entretien chez Lazare au niveau technique et au niveau fit? Au niveau technique, il faut vraiment répondre du tac au tac aux questions. Il faut être vraiment bien préparé. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de questions techniques, mais pour le coup, ils vont être intransigeants là-dessus. C'est-à-dire si on répond, il faut être vraiment préparé. Donc, je conseillerais grandement de relire le dernier mail sur les parties, mais surtout, hein, parce que moi, je m'attendais aux méthodes de valorisation. Finalement, j'avais eu les méthodes de consolidation. Je pense que c'est pas vraiment c'est pas du M&A, c'est plus de la compta. Mais ils l'ont utilisé et on a fait un exercice un peu pratique là-dessus. Donc, il faut vraiment bien se préparer. Sur la partie fit, je pense qu'il faut être souriant. Il faut être, comme je disais, avoir beaucoup d'humilité. Parce que, voilà, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Donc, quand on est c'est comme quand on va à l'école où on a de l'humilité vis-à-vis du professeur, sans être évidemment dans la soumission, et montrer beaucoup d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ce qui va faire la différence. Alors après, il y avait une deuxième question. C'était, est-ce qu'il faut passer par un cabinet ou une banque? Ah, là, c'était une autre question. C'est quelqu'un qui veut entreprendre. Là, c'était autre chose. Est-ce qu'il faut passer par un cabinet ou une banque pour entreprendre après? Bon, c'était la question. Ah, pour Ouais. passer. C'est-à-dire, est-ce que la banque, c'est-à-dire travailler en M&A, ça a été formateur pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tu as fondé une fintech quand même. Est-ce que ça a été formateur? Franchement, honnêtement, je sais pas si ça joue à quelque. À mon avis, c'est pas, il y a pas ça n'a pas d'importance. Hein. C'est banque ou Ou conseil. On va pas faire la même chose. C'est-à-dire, en banque. En banque et conseil, c'est ce que demande la personne. Banque d'affaires ou conseil, si on veut entreprendre après. D'accord. Conseil ou banque d'affaires. Mais conseil en quoi? Conseil en. C'est pas précisé, mais j'imagine qu'elle parle de conseil en stratégie. Ah, conseil en stratégie, je suis pas spécialisé, mais de par ma connaissance, le conseil en stratégie, ça peut être une très bonne voie pour entreprendre plus tard. C'est clairement parce que vous avez développé une connaissance très très fine d'un secteur d'activité, ça c'est sûr. Parce que généralement, conseil en stratégie, on se spécialise, hein, surtout si vous faites les gros cabinets. Par contre, la banque d'affaires, la banque d'affaires, vous allez être aussi rapidement spécialisé et vous allez peut-être sur la partie M&A, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre banque d'affaires et boutique ou cabinet de conseil en M&A. Peut-être qu'en boutique et en cabinet de conseil en M&A, vous touchez à beaucoup plus de choses qu'en banque d'affaires. Dans des banques d'investissement pur et dur, vous allez vraiment cantonner un certain rôle. Bien sûr, vous allez monter dans la hiérarchie, et ça va devenir de plus en plus, vous aurez de plus en plus de responsabilités, mais vous serez moins touche à tout parce que généralement, ça fonctionne avec, c'est plus organisé, il y a un pool centralisé, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées aussi, donc vous allez pourrez moins toucher à tout comme en cabinet de conseil en M&A. C'est-à-dire même chez Lazare aussi, on touche pas à tout. Ah non, oui, voilà, c'est ça. Non, c'est plutôt en boutique. Oui, c'est la grande différence. En boutique, on a plus de responsabilités. Alors, il y a une autre question. C'est mieux pour entreprendre. C'est mieux pour entreprendre.
Donc, de passer par une boutique. Ok, une boutique en M&A plutôt. Alors, il demandait est-ce que Lazare recrute des personnes qui ne sont pas du top 5? J'avais vu cette question passer tout à l'heure. Top 5, c'est-à-dire les Qui ne écoles? sont pas du top 5 des Moi, écoles. j'étais Dauphine. Moi, C'est une justement, bonne on école, me une disait bonne université. on me disait que s'ils prenaient que les Parisiens, que HEC, CP, et SEC, et je crois que c'était les trois, oui. Mais finalement, non, c'était pas le cas. Ils prenaient Dauphine, il y avait même des profils d'école d'ingénieurs. C'était étonnant d'ailleurs. Il y avait un polytechnicien, par exemple. Oui, ça arrive. Ouais. Ça te surprend. Ça m'étonne toujours parce que c'est entre le niveau de maths d'un polytechnicien et ce qui est demandé en banque d'affaires. La banque d'affaires, il y a très peu de maths, il faut le savoir. C'est pas du tout. Donc, il y avait différents. Après, évidemment, si vous venez d'une école de province ou d'une université de province, ça sera plus dur, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la peine de tenter. T'en as vu alors chez Lazare qui n'avait pas forcément de profil? J'ai vu, il y avait du Sciences Po aussi, pas mal de Sciences Po. Il y avait beaucoup de. Alors, il faut que je me rappelle. Bon. C'est quand même Sciences Po, Dauphine, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je pense voilà, c'est quand même pas mal. Ils ont quand même. Il y a un filtre. Il y a un filtre, voilà, forcément. Je sais pas. Donc, autant faire un master spécialisé, essayer d'avoir un master dans une. Avoir un master 2 à Dauphine, ou si vous pouvez en avoir, vous aurez plus de chance. Alors, il y a une autre question. Comment se déroule le processus de travail pour un stagiaire dans le département de fusion-acquisition? Oui, la personne, je pense que sa question, c'est elle aimerait savoir plus en détail quelles sont les tâches pour le stagiaire en fusion. Alors, vous allez être, généralement, vous êtes sous la coupe de travail avec l'analyste, mais vous allez être sous la coupe du VP. Le VP va vous convoquer pour vous donner des tâches. Donc, concrètement, il va vous demander de faire soit de préparer des présentations. Donc, il va vous faire un framework, un squelette de présentation. Donc, il va vous drafter ce que vous avez à faire. Et après, vous vous débrouillez pour utiliser tous les outils. Ils ont tout un tas de templates, tout un tas d'outils à utiliser. Ça, généralement, il y a un gros travail de présentation à faire et ça prend beaucoup de temps. Il y aura toujours un travail de recherche aussi. En fait, pour vos présentations, vous avez besoin de faire des recherches. Donc, beaucoup d'utilisation de bases de données. Bloomberg, il y avait Thomson Reuters aussi, Factiva, il y avait quoi d'autre aussi, il y avait ça s'appelait Data Monitor. Tout ce qui est, voilà, études de marché, les notes de broker, très souvent. Il faut éplucher les notes de broker pour faire sa valorisation. Capital IQ. C'est ça. Parce que les notes de broker, c'est là que vous avez vos estimates pour faire votre valorisation à travers les comparables boursiers. Donc, ça aussi, c'est un travail assez, c'est pas fastidieux, mais ça prend du temps. Mais après, quand si vous êtes efficace, vous pouvez aller très vite sur ça. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours des demandes ponctuelles. Bon, c'est pas sympa quand ça tombe la nuit, mais si c'est en journée, c'est sympa, vous n'allez pas vous ennuyer, en fait. Vous avez toujours des choses à faire. Toujours des choses à faire. Merci beaucoup, Salim, d'avoir été présent. Et le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, du coup? Le mot de la fin, je dirais que c'est vraiment je vous conseille, faire un stage en fusion-acquisition, c'est une très bonne démarche parce que ça va vous permettre de découvrir ce secteur-là, de savoir si véritablement c'est là que vous voulez mener votre carrière. Donc, essayer d'avoir un stage, ça serait très très bien. C'est la meilleure façon de découvrir le secteur. Après, moi, je pense que vous pouvez vous épanouir dans ce secteur-là parce que c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel, d'un point de vue culturel, aussi financier bien sûr. C'est valorisant aussi, c'est vraiment très valorisant et vous travaillez avec des gens de très grande qualité. Donc, il faut tenter l'expérience, tenter un stage. C'est la meilleure façon, c'est de savoir si ça vous plaît. Voilà,
on fait un stage. Ben, merci beaucoup, Salim. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le site. C'est une application, c'est ça? C'est Tu ça. peux dire brièvement ce que fait ta Alors, vous fintech pouvez pour... aller sur yieldy.fr, yieldy.fr, et donc là, vous pouvez vous inscrire sur la waiting list. Comme ça, on peut vous donner l'accès à l'application qui est aujourd'hui en cours de déploiement. Et vous aurez accès à un grand contenu en termes d'éducation financière, en conseil, et pourquoi pas si vous voulez utiliser la plateforme. pour ceux qui veulent investir, qui veulent Pour ceux qui apprendre à veulent investir, investir. on aura on aura les commissions les plus basses du marché. Voilà. Merci en tout cas. Et pour ceux qui rencontrent des difficultés à s'orienter en finance d'entreprise, donc on a un petit cadeau. Donc il y a un QR code, donc n'hésitez pas à regarder. C'est un quiz pour savoir si vous êtes fait pour travailler dans un grand groupe. Donc déjà, ça vous aidera à mieux vous connaître. Donc merci encore Salim et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, Zoria. Au revoir. Merci à tout le monde.